Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Il est 8h37 lors de la revue de la presse et des médias, et si l'on consulte ce matin les pages d'ouverture des sites d'information, des principaux sites israéliens d'information, et aussi certaines des premières pages des quotidiens israéliens, on comprend que le titre dominant, c'est la tension le long de la frontière entre Israël et la bande de Gaza. Après les tirs de roquettes, 45 roquettes qui ont été tirées dans la nuit de mardi à mercredi en direction du territoire israélien, après des dizaines de raids aériens israéliens en direction de cibles du Hamas et du djihad islamique, de l'ensemble d'ailleurs des mouvements terroristes dans la bande de Gaza, les quotidiens israéliens parlent d'une très vive tension dans la région. Et il n'exclut pas le fait que l'on s'achemine vers un nouveau round de confrontation entre Tsahal et le Hamas dans la bande de Gaza. Les quotidiens israéliens dans leur ensemble citent le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, qui s'est montré très ferme, même presque menaçant vers le mouvement terroriste palestinien. Pour Lieberman, le Hamas, je cite, a fait une grave erreur en tirant ces roquettes. Attention, sous-entendu, il ne s'en tirera pas comme cela. Le ministre qui participait à une cérémonie de fin du cours des officiers de Tsahal à Mitzveh Ramon Abad Echad a affirmé qu'il n'avait aucun doute sur l'issue finale de la crise actuelle. Au sein du Hamas, on n'a pas paru particulièrement ému par les menaces plus ou moins voilées du ministre de la Défense. Lieberman ne doit pas se méprendre sur les limites de notre patience, a répondu avec un certain toupet l'un des responsables du mouvement terroriste. Binyamin Netanyahou lui également participé à la même cérémonie. Et il a affirmé qu'il n'allait pas dévoiler publiquement les mesures que Tsahal va prendre pour lutter contre les terroristes du Hamas et du djihad, mais il a promis que si les tirs de ces deux mouvements s'intensifient, la réaction israélienne s'accentuera également, et c'est ce matin la manchette du Israël Hayom. Nous sommes prêts à tous les scénarios et il vaut mieux que nos ennemis le comprennent au plus vite, a dit le Premier ministre, qui a également évoqué la situation dans le nord d'Israël. Alors, la question que l'on se pose, c'est que pensent les habitants israéliens de ce pourtour de la bande de Gaza? Les journaux les interrogent ce matin et hier dans les journaux télévisés, et ils appellent le gouvernement à trouver au plus vite une solution à long terme à cette situation sécuritaire de plus en plus précaire. Nous en avons assez d'assumer. Nous voulons que le rouge redevienne pour nous une simple couleur et non le signe d'une alerte en perspective de chute de missiles et de roquettes palestiniens. Et l'un des habitants du pourtour de la bande de Gaza, Yari Volard, demande dans le Israël Hayom aux autorités militaires et politiques de sortir des sentiers battus pour tenter de résoudre la situation actuelle, mais il précise que l'espoir des habitants est resté intact. Qu'écrivent les éditorialistes face à cette nouvelle dégradation, cette dégradation constante de la situation? Dans le Yediot Aharonot, Yossi Yehoshua parle, je cite, de la guerre des cerfs-volants. Israël et le Hamas pénètrent dans l'étroit corridor qui risque de les conduire vers la première guerre des cerfs-volants. Le Hamas et le djihad islamique ont constaté l'absence de volonté de la part de Tsahal et de l'échelon politique israélien d'aller vers une nouvelle confrontation, et c'est donc la raison pour laquelle ils se sentent libres de faire plus de pression. Ben Dror Yemini, toujours dans le Yediot Aharonot, fait une proposition honnête à l'échelon politique. S'il devait s'avérer qu'il n'y avait pas d'autre alternative que de lancer une nouvelle opération militaire contre la bande de Gaza, alors il faudrait, écrit-il, qu'auparavant le gouvernement Netanyahou fasse une véritable proposition humanitaire généreuse envers les Palestiniens, comme par exemple la levée du blocus et la construction d'un port maritime. Ceux-ci ne manqueront pas de la repousser, les Palestiniens ne manqueront pas de la repousser, et alors l'État d'Israël aura une forme de légitimité pour attaquer le Hamas, et la propagande de ce dernier aura moins de chances de prendre auprès de la communauté internationale, estime donc Ben Dror Yemini. Ariela Riegel-Hoffman, elle admet que Tsahal n'a pas de réponse pertinente pour lutter efficacement contre les cerfs-volants incendiaires. Nous avons certes des avions de chasse furtifs F-35 qui coûtent chacun 150 millions de dollars, mais nous sommes incapables de venir à bout de ces cerfs-volants qui ont coûté quelques shekels aux Palestiniens. Pour le correspondant militaire de Israël Hayom, Yoav Limor, le défi d'un maintien du calme est brusquement devenu plus complexe après la nuit de roquettes de mardi soir. Durant cette nuit, le Hamas a changé de ton et fait passer un message clair à Israël. Désormais, toute attaque israélienne entraînera une riposte du mouvement terroriste, et ce, même si, dans l'absolu, c'est le Hamas qui a commencé à tirer. Contrairement à d'autres pics de tension, cette fois,
c'est bel et bien le Hamas qui a tiré ces 45 roquettes durant la nuit difficile de mardi à mercredi. Et Yoav Limor d'expliquer les deux raisons essentielles de ce changement d'approche de la part du mouvement terroriste. La première, écrit-il, c'est justement le fait que ces derniers jours, Tsahal a sévèrement sanctionné les responsables des lancements de cerfs-volants. Et la seconde explication est plus stratégique. Depuis la fin du mois de mars, c'est-à-dire depuis la fameuse journée de la Terre, les journées de protestation le long de la frontière entre Israël et la bande de Gaza, eh bien, le Hamas n'a pas obtenu un seul véritable succès, à une exception près, celui remporté à l'aide des cerfs-volants au cours des dernières semaines, des cerfs-volants qui ont contribué à incendier des milliers d'hectares de terre. Alors le Hamas tente de bouleverser l'équilibre des choses et affirmer que la violence répondra à la violence, un principe généralement dicté par le gouvernement israélien lui-même et donc compris dans le cas précis par le Hamas. Quant à Yair Farjon, qui est le président du conseil régional du littoral d'Ashkelon, eh bien, il propose toujours dans le Israël Hayom de créer une nouvelle réalité dans laquelle le Hamas aura beaucoup à perdre. Enfin, dans le Haaretz, eh bien, Amos Harel, le spécialiste des affaires sécuritaires, écrit, comme ses collègues, que les échanges de feu massifs d'il y a plus de 24 heures entre Israël et la bande de Gaza risque de raccourcir considérablement le délai qui nous sépare d'un nouveau round de confrontation avec l'ensemble des mouvements terroristes dans la bande de Gaza. Le Hamas, en coordination avec le djihad islamique, tente en effet de modifier l'équation en matière de réaction, et le plus grand succès de l'opération Bordure Protectrice, à savoir la force de dissuasion de Tsahal, est en passe de s'effriter. Le Haaretz explique également que les épisodes de violence lancés par le Hamas vont plus vite que les contacts entre les Palestiniens et les Américains en vue d'une restauration humanitaire dans la bande de Gaza. Selon une information qui a été révélée par la chaîne I24 News, nous en parlions tout à l'heure avec Yitzhak Levanon, le Bahreïn devrait être le premier pays sunnite du Golfe Persique à instaurer des relations diplomatiques avec l'État d'Israël. C'est l'un des officiels du royaume qui a fait cette révélation hier en précisant qu'une telle décision ne serait pas en désaccord avec les principes du Bahreïn. Il faut préciser que ce développement est intervenu à quelques jours de la visite au Bahreïn d'une délégation israélienne. Cette visite est la preuve d'un rapprochement existant entre l'État d'Israël et les pays sunnites du Golfe Persique comme l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Le Yediot Aharonot revient ce matin en première page sur l'affaire d'espionnage de Gonen Segev, l'ancien ministre de l'énergie qui est accusé d'intelligence avec les services de renseignement iraniens. Selon un haut fonctionnaire israélien qui serait au fait de l'enquête, Segev aurait bel et bien prévenu certaines personnalités israéliennes de ses contacts avec l'Iran. Ce dossier ne sera pas un dossier de haute trahison, mais plutôt de contact ou d'intelligence donc avec des agents étrangers, affirme ce haut fonctionnaire. Le Maariv lui révèle ce matin dans sa page d'information sur son site que l'agence juive a décidé de se confronter directement avec le Premier ministre Binyamin Netanyahu alors que celui-ci avait présenté comme candidat au remplacement de Nathan Sharansky le ministre Yuval Steinitz. Eh bien, les membres du conseil d'administration de l'agence juive lui ont adressé un camouflet la nuit dernière en votant en faveur du candidat travailliste qui n'est autre que l'actuel leader de l'opposition Yitzhak Herzog. Celui-ci a reçu les voix de 9 des membres de la commission de nomination du président de l'agence juive alors que Yuval Steinitz n'a reçu qu'une seule voix. Le Premier ministre devrait maintenant peut-être peser de tout son poids politique et de tout son prestige pour tenter de persuader les délégués américains de revenir sur leur décision. Et enfin, nous terminerons cette revue de la presse par le Israël Hayom qui révèle que la mairie d'Eilat a lancé une campagne visant à accueillir l'an prochain l'Eurovision. Et oui, à Eilat et peut-être pas donc à Jérusalem. Ce projet inclura la construction d'une immense salle des fêtes de plus de 8000 mètres carrés qui pourrait accueillir donc le concours de Eurovision. Eilat possède un atout certain, un nombre considérable de chambres d'hôtels et d'hôtels qui pourront héberger les milliers de supporters des différents candidats. Et alors bien sûr, cela pourrait faire de l'ombre à Jérusalem, mais cela pourrait être tout de même une solution alternative possible qui permette donc de réaliser l'Eurovision en Israël, même si ce n'est pas dans la capitale. Il y a beaucoup de problèmes, vous le savez, en vue de la réalisation de ce concours de l'Eurovision l'an prochain. Donc dans la capitale israélienne, il y aura probablement de nombreux développements jusqu'à ce qu'une décision soit arrêtée concernant donc le lieu
où se tiendra le concours Eurovision de la chanson 2019. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens. Nous allons marquer une pause et comme je vous le disais en début d'émission, eh bien, nous allons vous proposer tout de suite après une nouvelle chronique, une chronique économique avec le concours du docteur Daniel Guggenheim. Nous parlerons des événements économiques de la semaine et de manière, on va dire, succincte, concise, mais en essayant de vous faire passer, de vous faire comprendre les informations qui ont été, qui ont dominé, on va dire, le monde économique de la semaine en Israël et dans la région. Voilà donc, ce sera dans quelques instants après une page musicale. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.